Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, la loi sur le blanchiment des capitaux. Cette dernière a enfin passé le cap du Parlement. Pourtant, le Maroc s'était engagé sérieusement pour s'aligner aux normes internationales depuis un moment déjà, et surtout en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment pour le financement du terrorisme. Mais pas que. Il s'agit de mettre en œuvre les normes pour un système financier plus intègre. D'où les enjeux de ce projet de loi 4305. Cela étant dit, ce texte de loi a beau être louable, mais qu'en est-il de sa mise en application sur le terrain? Beaucoup de défis se dressent devant ce projet de loi et devant les juristes même. C'est précisément à une avocate d'affaires que nous posons les questions ce soir. Leïla Slassi sera notre invitée. Bienvenue à toutes et à tous. La Chambre des représentants a donc adopté à l'unanimité le 20 avril dernier le projet de loi 1218 modifiant et complétant le code pénal et la loi 4305 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et j'ai à présent l'immense plaisir d'accueillir depuis Casablanca Leïla Slassi, associée du cabinet Africa Advisors, conseillère donc juridique et fiscale. Bonsoir Maître Slassi, merci de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir Khadija, merci à toi. Alors, qu'est-ce qui est considéré tout d'abord? Qu'est-ce qui est considéré comme de l'argent sale ou qu'est-ce qu'un blanchiment des capitaux? Le blanchiment d'argent, c'est un délit un peu particulier parce que c'est un délit qui est la conséquence forcément d'autres délits. Donc, c'est la manière de dissimuler des fonds qui ont une origine suspecte ou une origine, disons, douteuse, comme peut l'être, par exemple, des fonds issus de fraude fiscale, des fonds issus de trafic de stupéfiants, de trafic d'êtres humains, de tout un tas d'activités qui sont considérées comme étant illégales et pouvant être génératrices de revenus. La loi donc marocaine contre le blanchiment d'argent en fixe une liste. Donc voilà, le trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, trafic d'immigrants, trafic illicite d'armes et de munitions. La corruption également peut donner lieu à de l'argent sale et les infractions de terrorisme, la contrefaçon. Donc c'est tout un tas d'activités qui sont illégales. Donc ça c'est le premier délit et qui vont donner lieu à une rémunération. Et du coup pour camoufler cette rémunération, le fait de camoufler cette rémunération constitue un second délit qui est le délit de blanchiment d'argent. Est-ce qu'on a une idée sur le volume de l'argent sale qui serait en circulation dans les circuits d'une économie? Est-ce qu'il y a moyen de quantifier cela, Leïla Slassi? Je n'ai pas vu, à ma connaissance, d'études qui apportent un chiffre, disons, et qui permettent d'en mesurer l'ampleur. Par définition, ce sont des activités souterraines et donc tout chiffre relatif à ce phénomène serait sujet à discussion. Mais très honnêtement, je n'ai pas vu passer d'études qui quantifient le volume de ces transactions, puisque aussi c'est des activités très différentes. On va peut-être pouvoir avoir une estimation sur le trafic de stupéfiants, mais qu'en est-il du trafic d'armes? Qu'en est-il de la corruption? Qu'en est-il de la fraude fiscale? C'est un ensemble. Donc le blanchiment d'argent, c'est véritablement la conséquence de la dissimulation de toutes les sommes qui sont issues de ces activités illicites. Alors justement, revenons à présent à cette loi, donc qui est censée mettre fin ou lutter en tout cas contre ce blanchiment des capitaux. Tout d'abord, dans quelle mesure est-elle pragmatique? Alors, je ne dirais pas qu'elle est pragmatique, c'est son application qui le dira. Je dirais que la loi était nécessaire. Elle est nécessaire puisque le Maroc s'est inscrit, comme tous les pays du monde, dans une démarche de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est une démarche qui fait suite à une concertation entre les États visant à, au même titre qu'on lutte contre les paradis fiscaux, la communauté internationale cherche à lutter contre le blanchiment d'argent pour éviter qu'il y ait des territoires de non-droit où les délinquants viendraient, disons, redonner un nouveau souffle aux fruits de leurs méfaits par ailleurs. Donc il y a eu, sous l'égide du GAFI, c'est un groupe d'action financière internationale, mais également d'autres organisations internationales comme le CDE et le FMI, un certain nombre de pressions exercées sur les États, dont le Maroc,
pour se mettre en conformité avec les meilleures pratiques internationales qui ont été identifiées. Et donc cette dernière réforme, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a introduit dans son arsenal pénal et législatif une réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent il y a de nombreuses années, mais qu'elle avait été jugée insuffisante à l'issue d'une mission de contrôle par les institutions internationales et notamment par le GAFI, qui avait mis le Maroc, disons, sous surveillance par rapport à dans une forme de zone grise, par rapport à son manque de conformité sur un certain nombre de points. Et donc, cette réforme était une nécessité pour permettre au Maroc de sortir de cette fameuse zone de surveillance. Alors justement, donc cette zone de surveillance concernerait ces pays, ce qu'on appelle des pays qui sont listés dans des listes grises ou noires, enfin ça dépend. Donc finalement, le Maroc a adopté ces lois pour, entre autres, sortir de ces listes-là telles que établies par ce groupe d'action financière ou les GAFI. Oui, c'est d'ailleurs un objectif non dissimulé qu'on retrouve, que ce soit dans les travaux faits par la commission parlementaire en charge de l'adoption de cette loi, que dans les discours de l'exécutif visant à encourager les parlementaires à la ratifier. C'est un objectif non dissimulé, effectivement, et qui est justifié puisque le Maroc, s'il ne se mettait pas en conformité avec cette réglementation, s'exposait à des sanctions assez lourdes. D'autres pays s'y sont risqués et on n'avait pas envie de se retrouver face à ces sanctions. Et parmi les sanctions, c'est aussi la difficulté de lever des fonds. On a vu que nous avons fait appel encore au FMI pour obtenir des financements récemment. Ce type de financements sont conditionnés, l'octroi de ces financements sont conditionnés à une certaine exemplarité dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Très bien. Et pourquoi alors autant de tergiversations autour de ce projet de loi? Parce que quand même, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il ne soit adopté. Alors, oui et non, parce que tergiversation, je suis pas certaine. Finalement, quand on voit le calendrier d'adoption de cette loi, il est quand même assez rapide. Le projet de loi a été déposé le 13 mars 2020, donc à la veille des événements de confinement et autres joies du Covid que nous avons connus l'année dernière, qui ont fortement perturbé l'activité parlementaire. Donc le 13 mars 2020, le texte est déposé en première lecture au Parlement. Il a été adopté le 20 avril 2021. Donc finalement, dans un délai de 12 mois, ce qui est un délai, j'ai envie de dire, assez moyen pour l'adoption d'une loi de cette envergure. Je rappelle que le texte a été adopté à l'unanimité des parlementaires, ce qui montre que finalement, il n'y a pas eu tellement de réticence dans son adoption. Alors, il est vrai qu'il y a eu dans ce circuit parlementaire des interrogations soulevées par un certain nombre de parlementaires, de ce qu'on peut revoir en suivant les débats parlementaires et notamment les travaux faits au sein de la commission en charge de l'examen du projet de loi. Et bon, certains parlementaires ont effectivement exprimé que les sanctions seraient très lourdes ou disproportionnées par rapport aux délits initiaux. D'autres ont exprimé également pourquoi pas une refonte globale plutôt qu'une petite réforme qui vient juste corriger certains aspects. Certains parlementaires aussi ont critiqué le fait que parmi les sanctions nouvellement, disons, sur lesquelles le GAFI entend renforcer, c'est la sanction de confiscation qu'ils trouvaient disproportionnée. Donc voilà, ce sont ces débats-là qui ont eu lieu dans un climat à en lire la commission. Oui. Des débats. Alors justement, vous avez parlé de sanctions, Leïla Slassi. Quelles sont les différentes sanctions? Que risque le fraudeur finalement, selon la législation marocaine?
Alors, les sanctions, parmi les avancées de cette réforme, c'est un renforcement des sanctions pour les personnes physiques qui commettent des actes de blanchiment d'argent. Et donc, il y a pour les personnes physiques désormais une sanction qui peut aller de 50 000 à 500 000 dirhams d'amende, alors qu'avant, c'était entre 20 000 et 100 000 dirhams. Donc, on a augmenté significativement les sanctions qu'elles s'exposent les personnes physiques. Il y a un risque d'incarcération également, avec des peines de 2 à 5 ans de prison qui peuvent être doublées quand il y a des circonstances aggravantes. Pour les personnes morales, donc les sociétés qui commettent de la fraude fiscale, de la corruption et qui derrière blanchissent ces sommes, les sanctions varient entre 500 000 dirhams et 3 millions de dirhams, donc elles sont plus lourdes. Avec des peines additionnelles comme la confiscation des biens ayant été blanchis. Et quelle est la juridiction justement en charge de mettre en place et d'appliquer cette loi? C'est les juridictions, donc c'est le parquet qui va poursuivre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte contre le blanchiment d'argent, ça n'est pas le travail d'une seule instance ou juridiction. C'est une collaboration et c'est toute la difficulté dans la mise en œuvre de cette réglementation, c'est une collaboration entre différentes instances. Et ça va commencer par les personnes qui sont tenues de faire des déclarations de soupçon. Donc, ce sont des déclarations faites en général soit par des organismes financiers, les banques, les établissements de paiement, les sociétés de gestion, ou des personnes assujetties qui sont non financières. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, ils vont déclarer à ce qu'on appelait avant une unité de traitement qui est devenue depuis cette réforme une instance de traitement, qui vont formuler des déclarations en disant attention, je soupçonne cette opération de ne pas être conforme, j'ai peu d'informations sur cette opération et donc je lève un soupçon. Et donc ensuite va y avoir une coopération entre les personnes devant révéler ce soupçon, les personnes devant traiter le soupçon et évidemment le parquet qui va décider ou pas de bloquer les opérations. Les délais d'ailleurs pour bloquer ces opérations ont été rallongés depuis cette réforme. Bloquer cette opération et derrière sanctionner ou poursuivre ou pas pour blanchiment. Très bien, donc ce sont là les étapes de la procédure en cas de soupçon de blanchiment de capitaux. Mais justement, en parlant de ces soupçons, et en tout cas de déclarations même, il y a eu une hausse en 2020, on a relevé une hausse des déclarations en 2020 des soupçons de blanchiment d'argent. Pourquoi, selon vous? Est-ce que la Covid-19 pourrait avoir un quelconque lien avec ces soupçons-là ou c'est juste une coïncidence? Alors, moi, j'aimerais peut-être modérer un peu notre joie lorsqu'on dit qu'il y a une hausse des déclarations de soupçons. On parle d'une hausse de quelques centaines de déclarations. Donc, on est passé d'1 millier et quelques à 1 millier 700. Donc, oui, il y a eu, les derniers rapports en 2019, environ 1700 déclarations de soupçons. Et donc, effectivement, ça nous permet de faire des statistiques en disant qu'il y a eu une très forte hausse, 60% des déclarations de soupçons. Moi, j'ai dit une hausse, hein, j'ai pas dit une forte hausse. Après, effectivement, il y a eu des commentaires sur la presse en commentant justement cette hausse en étant une hausse assez importante. Vous faites bien de le rappeler. On passe de 1000 en un an, on passe de 1000 à 1600. Mais juste à titre de comparaison, en France, il y a 90 000 déclarations de soupçons par an. Donc, on est extrêmement loin de ce qui peut se passer dans des pays où disons, les mécanismes de déclaration de soupçons ont été complètement intégrés par les différentes personnes en charge de la surveillance. Aujourd'hui, 1700 déclarations de soupçons par an, c'est très peu. C'est vraiment très en dessous du nombre d'opérations finalement coûteuses qui sont réalisées tous les jours dans notre pays. Alors, pourquoi aussi peu de déclarations de soupçons? Ça tient, je pense, d'abord à une question de sensibilisation des personnes en charge de les réaliser, notamment les banques, les établissements de paiement, qui, au Maroc, on a encore l'habitude de manipuler du cash, on a encore l'habitude de recevoir beaucoup d'argent en espèces, sans trop se poser de questions et sans trop poser des questions à nos clients sur l'origine des fonds. Donc, ce sont ces pratiques-là sur lesquelles il va falloir, disons, travailler pour rendre de plus en plus automatique
identique. Et quand on voit la manière dont ça a été traité dans les pays européens, c'est de la même manière. En Europe également, les opérations en cash étaient tout à fait tolérées et acceptées par les banques jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce soit devenu complètement inadmissible, ou en tout cas, tous les clients savent qu'ils s'exposent à des déclarations de soupçons s'ils amènent trop d'espèces chez leur banquier, ou s'ils font plusieurs petits dépôts d'espèces. Donc c'est vraiment une prise de conscience, c'est de l'exemplarité, il faut sanctionner, il faut que les règlements, les procédures au niveau des banques soient clarifiées pour être très clair sur le fait que les dépôts d'espèces, qui sont en général, voilà, Mais si on est, par exemple, Leila Slassi, si on est un bon client de la banque, et que voilà, on est un peu favorisé et que la banque n'émet pas de soupçons, qui pourrait le faire sinon? Alors, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. Maintenant, c'est vrai que tout ce système met une très grosse responsabilité sur le dos des banques. Que ce soit en Europe d'ailleurs ou au Maroc, plus de 90% des déclarations de soupçons sont réalisées par des parties financières, donc banques, assurances. Donc oui, les banques ont un très grand rôle à jouer. Maintenant, d'autres personnes peuvent le faire. Alors, ces autres personnes sont listées également dans cette loi. Le nombre de personnes assujetties a été d'ailleurs renforcé et élargi par la loi. On parle des notaires, on parle des doules, on parle des avocats, on parle des casinos, par exemple, aussi, qui sont assujettis à cette opération, à cette obligation de déclaration, des marchands d'art, des marchands de pierres précieuses. Il y a toute une liste qui figure dans dont la les loi. Avocats. Dont les avocats. Et c'est d'ailleurs. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes un peu dans une situation délicate par rapport au secret professionnel, Absolument. entre autres? Absolument, parce que notre rôle n'est pas de juger nos clients. On est souvent, les avocats sont les confidents de leurs clients. On n'est pas là pour les juger. Les avocats peuvent recevoir des clients qui sont coupables d'infraction, et le rôle des avocats est de les défendre sans les juger. Donc ça met l'avocat dans une position extrêmement délicate, où on lui demande de reporter des informations en contradiction et en violation totale de ses principales obligations déontologiques et légales, qui est l'obligation du secret professionnel. Donc ce sujet-là a été réglé dans d'autres juridictions, où disons que la solution qui a été trouvée à la suite d'un tollé levé par des avocats, notamment en France, sur cette nouvelle obligation qui était mise à leur charge de finalement dénoncer leurs clients, la solution qui a été trouvée a consisté à limiter cette obligation, exclure de cette obligation les avocats qui interviennent dans des contentieux. Donc dès lors qu'il y a un contentieux et que l'avocat est soumis, disons, à une obligation de secret qui est renforcée, s'il intervient dans le cadre de la défense de son client, il ne va pas le dénoncer, c'est évident. Et également, ça a été aménagé par, disons, l'amplification du rôle du bâtonnier, où finalement l'avocat ne dénonce pas son client, ne déclare pas de soupçons vis-à-vis de son client, mais disons va émettre des réserves au bâtonnier, et si le bâtonnier estime que ce sont des doutes qui sont suffisants pour justifier une déclaration de soupçon, c'est le bâtonnier lui-même qui va la faire. Donc effectivement, oui, c'est assez problématique pour les professions comme profession d'avocat, puisque nous sommes soumis à un secret et que notre rôle n'est certainement pas de dénoncer nos clients. Justement, comme un marchand d'art n'est pas censé non plus dénoncer son client. Alors justement, parce que vous avez parlé de problématiques, en vous écoutant et en préparant cette émission, je me suis rendu compte que finalement, un peu comme beaucoup d'autres lois, celle-ci va être plutôt difficile à appliquer sur le terrain. Tout dépend de la volonté qu'on y met. Effectivement, c'est pas simple à appliquer, puisque c'est complexe, puisqu'on parle de suspicion, parce que en réalité, qu'est-ce qu'on est amené à juger? On est amené à juger de l'origine de certains fonds. Alors évidemment, il y a une appréciation ici, il peut y avoir tout un tas de raisons qui peuvent justifier cette origine. Et puis, disons que les personnes qui cherchent à blanchir de l'argent ont appris vont souvent plus vite que la réglementation. D'ailleurs, on le voit bien, cette réglementation, cette dernière réforme est venue
disons, élargir le scope de la réforme précédente, juste pour s'adapter à de nouvelles techniques qui ont été identifiées. Donc évidemment, ce sera très difficile, mais tout dépend de deux choses. Un, de la volonté qu'on aura ici au Maroc et de la prise en compte qu'on aura de la gravité du blanchiment d'argent et des sanctions auxquelles on sera exposé par la communauté internationale. Le blanchiment d'argent est étroitement corrélé à la baisse de la croissance. Et la lutte contre le blanchiment d'argent est étroitement liée à la croissance des États, à de meilleurs services publics, voilà, puisque c'est de l'argent public. Quand on prend l'exemple de la fraude fiscale, par exemple, qui est blanchie, eh bien, c'est de l'argent dans les caisses de l'État en moins. Mais ça dépend de quel État, Leïla Slassi. Ça dépend de quel État on parle. Parce que si c'est une fraude fiscale d'un pays tierce, ou un autre pays, mais qui viennent remplir finalement les caisses. Là, on ne parle plus vraiment de... L'État est gagnant, même si je le mets vraiment entre guillemets. Hein. Oui, et c'est toute la philosophie, la difficulté de cette réglementation. C'est qu'au final, parce qu'au final, oui, le Maroc peut être une sorte de paradis pour les fraudeurs si sa réglementation bancaire et les contrôles au niveau de ses banques sont peu regardants ou cléments. Mais d'un autre côté, demain, d'autres pays pourraient venir nous concurrencer sur ce marché et permettre de loger finalement les fraudeurs du fisc marocain. D'où l'importance, finalement, c'est comme sur les paradis fiscaux, d'où l'importance que tous les États joue le jeu, et c'est justement ça qui justifie que ces questions-là soient abordées au niveau d'organisations internationales où tous les pays sont autour de la table pour trouver un accord. Puisque sinon, chaque pays va essayer disons, d'être le plus laxiste possible parce que c'est un potentiel marché. Exactement, et puis ça attire beaucoup plus de capitaux. Absolument, mais c'est des capitaux sales, c'est des capitaux qui sont issus de trafics. Ce sont des trafics qui peuvent être comme, alors on parle de fraude fiscale, mais ce n'est pas que la fraude fiscale, il y a de la fraude fiscale, il y a le trafic d'armes, il y a le financement du terrorisme, c'est de l'argent qui est issu aussi de trafic de stupéfiants, c'est tout un tas de trafics qui finalement sont déversés, c'est des sommes qui sont le fruit de ces trafics-là, qui viennent ensuite se blanchir dans des circuits financiers traditionnels. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment, pour terminer avec vous, Leïla Slassi, je sais que la question peut vous paraître un peu philosophique, mais est-ce qu'on peut parler justement d'un prérequis pour un système financier intègre? Bien sûr, de manière générale, on assiste à travers le monde à un renforcement des mécanismes de contrôle des systèmes financiers, puisqu'on voit que moins le système financier est contrôlé, moins le système financier est intègre, plus des comportements condamnables émergent. Le terrorisme a pu être financé parce qu'il y a du laxisme par certaines banques dans certaines juridictions. De même que le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains. Donc, et l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut intégrer, on parlait des marchands d'art tout à l'heure, il faut intégrer que, bon, on a beau dire, c'est pas tellement mon problème, moi, j'ai pas besoin de savoir d'où ça vient, mais si, en réalité, on doit tous faire cette révolution dans nos mentalités et se poser sincèrement la question, d'où vient cet argent et se poser véritablement un cas de conscience en se disant est-ce que j'ai véritablement envie, en vendant ce bien à cette personne, un tableau à une personne dont je doute de l'origine des fonds, je participe, je me rends complice de la fraude qui a permis ce financement-là. Donc c'est véritablement, oui, une prise de conscience dans l'intégrité qu'on doit tous, faire, on doit tous participer à cette prise de conscience, puisque finalement, si tout le monde ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. Exactement, et c'est bien de rappeler justement que les parties prenantes sortent même du cadre de cette procédure dans le cas de soupçons de lutte contre le blanchiment de capitaux, et c'est une vraiment question de mindset littéralement. Merci beaucoup Leïla Slassi, associée du cabinet Afrique Advisors. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci Radija. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très très bonne soirée à toutes et à tous.